Quelles sont les conséquences de l'adoption de la loi interprétative de l'amnistie? Quels peuvent être les résultats de la saisine du Conseil constitutionnel sur cette loi? La conjoncture internationale avec Trump et le bouleversement de l'ordre établi. Pour aborder toutes ces questions, ce numéro spécial de l'Air du temps reçoit ce dimanche 6 avril 2025 Maurice Soudjek-John, enseignant-chercheur à l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'Air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 6 avril 2025, merci d'être à l'écoute de l'Air du temps, qui a le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité spécial qui nous permettra d'aller au fond des choses pour analyser ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes avec Maurice Soudjek-John, professeur agrégé de sciences politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis, docteur en sciences politiques, Institut d'études de politique de Bordeaux, thèse, le processus d'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal, DEA en sciences politiques IEP Bordeaux, master recherche en sciences de l'information et de la communication, Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, master en philosophie spécialité, religion et société, Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, maîtrise en droit public, option internationale, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ingénieur de recherche du CNRS au Centre d'études d'Afrique noire de Bordeaux de 2001 à 2024, membre de plusieurs programmes internationaux de recherche dont la gestion des risques en Afrique, des sociétés projetées en Afrique, centre d'intérêt de recherche, le processus de démocratisation, les rapports entre politique et religion, l'ingénierie institutionnelle, les relations internationales, plusieurs articles scientifiques publiés en droit, en sociologie politique, en relations internationales, en communication politique. Merci Maurice d'être avec nous. Vous le savez, l'État du Sénégal, le gouvernement, l'Assemblée nationale vient de voter la loi interprétative de l'amnistie. Quelles sont les conséquences de cette adoption? Merci beaucoup Alsane, je salue tous les auditeurs de la radio ITV et je vous remercie pour cette invitation. Donc la loi interprétative de la loi portant sur l'amnistie a été adoptée, a été votée plus exactement par l'Assemblée nationale. Alors les conséquences de cette loi, d'abord il faut revenir un peu sur la controverse qu'il y a eu autour de cette loi d'interprétation, parce que vous le savez que cette loi a été prise dans un contexte éminemment politique. C'est une loi donc qui a été prise, la loi 2024-09 du 13 mars 2024 a été prise par le président Macky Sall, le président Macky Sall a fait voter cette loi avant donc d'organiser les élections pour décrisper un peu la tension politique, et cette loi a été une loi très controversée. À l'époque, dans le cadre du collectif des universitaires pour la démocratie, nous avions rejeté cette loi en ce sens que nous estimions qu'une loi d'amnistie ne pouvait être votée qu'après la justice, qu'après que la lumière soit faite, parce qu'en réalité, il faut que l'on sache qui a fait quoi et quoi pardonne-t-on à qui. Autrement, l'amnistie pourrait être un moyen d'organiser l'impunité. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des événements très graves qui se sont passés entre 2021 et 2024 au Sénégal, et que donc ces événements qui ont ébranlé de façon sismique le système politique sénégalais, les équilibres institutionnels et même normatifs sur lesquels repose notre démocratie et notre armature constitutionnelle, ça a été donc véritablement une crise très grave, avec des personnes portées disparues, avec des morts, près de 80 morts, abattus à bout portant, l'attentat de Thiaroye, en tout cas l'incendie du bus de Thiaroye avec de Yarar, avec deux jeunes filles qui sont mortes dans des conditions atroces, calcinées, l'incendie du CESTI, l'incendie de la bibliothèque universitaire. Donc on n'a jamais atteint ce niveau de violence et ce niveau de confrontation entre pouvoir et opposition. Donc on a eu un régime qui instrumentalisait l'État pour combattre l'opposition, et une opposition qui se défend face au régime et qui se heurte à l'État.
Donc voilà un peu cette problématique cruciale qui avait entraîné cette déferlante de violence. Le président Sall avait estimé certainement que peut-être que s'il n'avait pas fait voter cette loi d'amnistie, on aurait pu être dans des situations encore de crise, parce que si le président Bassirou Diomaye Faye devait quitter la prison pour aller au palais, cela pouvait être une source de tension et même une source de déstabilisation de l'État et des institutions. Donc de ce point de vue-là, des arguments ont été avancés par le camp du pouvoir, alors que le camp de l'opposition estimait qu'il fallait y exclure les crimes de sang. Alors dans la loi d'interprétation, on vise tous les actes de meurtre, d'assassinat, d'actes de barbarie, de torture, etc. Mais le problème qui se pose, c'est de savoir d'abord, est-ce que c'est une loi d'interprétation ? Parce qu'en droit interpretatio quaesat in claris, on n'interprète pas ce qui est clair. D'une part, la loi est présentée comme l'expression de la volonté générale, mais en réalité, la loi, c'est l'expression de la volonté d'une majorité. La loi comme expression de la volonté générale est un postulat normatif et une posture idéologique. Donc, surtout dans une loi qui est éminemment politique, donc c'est déjà un premier point. Est-ce que la majorité entrante, la nouvelle majorité, peut interpréter, c'est-à-dire connaître mieux que la majorité sortante sa propre volonté? C'était un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la loi d'amnistie avait déjà été appliquée. Et lorsque la loi est déjà appliquée, on n'a pas recensé des controverses relatives à son application judiciaire. Dans les tribunaux, partout, la loi d'amnistie a été appliquée par les juges et il n'y a pas eu de problème d'interprétation. Donc ça veut dire que l'interprétation en tant que telle est un problème éminemment politique, mais qu'elle n'avait pas de fondement judiciaire. Mais est-ce que la loi était claire avant de l'interpréter ou pas? Très bien. La loi également, elle était claire parce que dans l'exposé des motifs déjà, la loi dit que c'est toutes les infractions à caractère correctionnel ou criminel et que le législateur entend absoudre toutes ces infractions-là, quelle qu'en soit la nature et quelle qu'en soit la gravité. Donc ça, c'était déjà bien précisé dans l'exposé des motifs et la loi en tant que telle aussi est claire dans son dispositif, dans son corpus en tant que tel, en disant que c'est tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle, qu'ils soient jugés ou pas, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Donc l'espace temporel est clair, le champ d'application également est clair. Donc quand il y a cette loi, on a beaucoup parlé d'abrogation, mais il ne faut pas oublier que l'abrogation n'a d'effet que pour l'avenir. L'abrogation n'ayant d'effet que pour l'avenir, si on vote une loi d'abrogation, eh bien on pose en réalité l'impunité. Voilà. Et le problème en droit pénal, c'est que les lois pénales plus sévères ne peuvent pas rétroagir. Et donc si on modifie, c'est-à-dire on ajoute des éléments à la loi interprétative, parce que la loi interprétative doit juste clarifier, mais apparemment ici c'est une loi qui modifie. Donc la loi, en modifiant, on n'est plus dans l'interprétation, mais dans le cadre d'une nouvelle loi. Et si on est dans le cadre d'une nouvelle loi, ça veut dire que c'est une loi pénale plus sévère, et une loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir. Donc ça, c'est un problème juridique de fond. Et il faut dire également que il y a des difficultés par rapport à cette loi d'interprétation, parce qu'en réalité, les faits qui sont visés, les tortures, actes de barbarie, etc., eh bien, sont des faits qui semblaient être également écartés dans le cadre de l'ancienne loi d'amnistie. Maintenant, est-ce que cette loi pourra avoir des effets rétroactif, ça c'est un autre problème, parce que de toute évidence, il semblerait, telle que la loi est écrite en tout cas, que c'est une nouvelle loi, c'est une loi qui modifie, et donc on ne peut pas dire que c'est une loi interprétative en tant que telle. Maintenant, les conséquences, une fois que la loi a été votée par l'Assemblée nationale, il y a des voies de recours constitutionnelles par la voie d'action, c'est-à-dire qu'un dixième du Parlement peut saisir le Conseil constitutionnel afin d'apprécier la constitutionnalité de la loi. Maintenant, la constitutionnalité de la loi va s'apprécier essentiellement au regard du principe de la
non-rétroactivité des lois pénales plus douces et que certainement le Conseil constitutionnel devra s'y pencher parce qu'à la vérité, depuis la décision du Conseil constitutionnel français du 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie, la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Et ici, il y a le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères qui est en cause, même si la loi ne reconnaît que le principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces, ce qu'on appelle la rétroactivité in mitus. Donc le Conseil constitutionnel saisi dans un délai de 6 jours francs après le vote de la loi, par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale, peut se pencher sur cette voie de recours par action afin d'apprécier la constitutionnalité de cette loi au regard donc du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus douces, qui est un principe contenu dans les déclarations de droits visées par le préambule de la Constitution, qui depuis la décision liberté d'association de 1971 est partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Maintenant, si après cette phase, nous pouvons avoir également dans le contentieux judiciaire des recours par voie d'exception, c'est-à-dire que lors d'un procès donné, eh bien, les parties peuvent soulever cette exception d'inconstitutionnalité qui sera une question préjudicielle que le Conseil constitutionnel va trancher. Et en ce moment-là, la loi n'est pas retirée de l'ordonnancement juridique, mais la loi va être neutralisée dans ses effets juridiques pour une espèce donnée. Donc voilà un peu les conséquences juridiques du vote de cette loi, encore que on risque d'aller aussi vers d'autres controverses, mais judiciaires, parce que tout dépendra du fait de savoir est-ce que c'est une loi d'interprétation ou est-ce que c'est une loi qui modifie, et peut-être que là le Conseil constitutionnel aussi saisi pourrait clarifier la situation, puisque c'est le juge constitutionnel qui doit trancher en dernière instance, et en ce moment-là on saura à quoi s'en tenir. Mais d'après votre analyse, c'est une nouvelle loi? C'est une nouvelle loi parce que déjà la loi elle était claire, et donc on ne peut pas interpréter quelque chose qui est déjà clair, d'autant plus que c'est une loi éminemment politique, et cette loi éminemment politique également pose un autre problème, c'est comment une majorité peut interpréter la volonté d'une autre majorité, même s'il faut reconnaître que si l'on estime que la loi est l'expression de la volonté générale, ça c'est sur le plan théorique, sur le plan idéologique, sur le plan de la posture normative, mais sur le plan politique, il est clair que la loi est l'expression de la volonté d'une majorité. Et là également, je voudrais aussi mettre l'accent sur un fait, c'est qu'on met en avant l'idée que la loi a remplacé un peu les motivations politiques à travers une autre formulation, l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, et c'est pourquoi la loi aussi entraîne des ambiguïtés, parce que par rapport notamment aux forces de défense et de sécurité, eh bien, ces forces de défense et de sécurité se disent, mais finalement, est-ce que la formulation motivation politique n'était pas plus englobante, parce que la défense des institutions peut être aussi considérée comme une motivation politique. Il ne faudrait pas oublier que le contrat social repose sur la sécurité, et que l'État lui-même se définit en rapport avec sa capacité à assurer la sécurité. Max Weber définit l'État comme étant l'entreprise qui assure dans le cadre d'un territoire donné le monopole de la contrainte physique légitime. Et ça, c'est une dimension importante. Encore une fois, je disais que le contrat social repose sur la sécurité. C'est le premier des droits. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir de droit. Sans sécurité, il n'y a même pas d'ordre établi. Il n'y a pas d'ordre institutionnel et d'ordre constitutionnel qui vaille sans la sécurité. Et c'est pourquoi, à l'origine, la dictature était considérée comme une institution de la démocratie dans la Constitution romaine de 509. Lorsque les institutions étaient menacées, il y avait une mise entre parenthèses des droits et libertés pour protéger les institutions. Et on a une survivance de tout cela à travers l'état d'urgence, à travers l'état de siège
à travers également les pouvoirs exceptionnels du président de la République, article 52 de la Constitution sénégalaise, article 16 de la Constitution française, et à travers la théorie des circonstances exceptionnelles en droit administratif. Donc c'est pour vous dire que la défense des institutions, c'est aussi nécessaire, parce que si on n'a pas de cadre institutionnel, de cadre normatif, un État debout, eh bien rien ne peut... Sans sécurité, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État du tout, c'est pas possible. Et c'est pourquoi Rousseau disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'autorité en devoir, ça veut dire qu'il y a une interaction entre la force et le droit. Blaise Pascal disait que la justice sans la force est impuissante et que la force sans la justice est tyrannique. C'est pourquoi il faut mettre ensemble la justice et la force pour faire en sorte que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Dès lors, je pense aussi que ça nous ramène à une autre problématique, c'est la problématique des rapports entre État de droit et politique, parce que là aussi, il faut dire que l'état de droit ne vaut que si les droits des opposants sont respectés. Et à un certain moment, on a vu des dérives du pouvoir du président Macky Sall, qui avait dit qu'il fallait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Cette opposition ne sait pas qui je suis. Alors tout ça, c'était une manière très agressive d'envisager les rapports avec l'opposition. Mais est-ce que c'est devenu-là pour ouvrir des poursuites justement contre Macky Sall ou contre les gens avec qui il était? La loi, a priori, en tout cas en ce qui concerne les meurtres, les assassinats, les actes de torture, les actes de barbarie, eh bien, la loi n'exclut personne a priori. Parce que quand même, il faut dire qu'il y a eu des Sénégalais qui ont des manifestants qui ont perdu la vie dans des conditions atroces, on a tiré sur eux à bout portant. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut élucider, parce que au moins tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui n'appartenaient pas aux forces de défense et de sécurité et qui ont tiré sur les manifestants. Maintenant, c'est l'identification de ces personnes qui pose problème. Le camp du pouvoir dit que c'est des forces occultes. L'opposition dit que c'est des nervis. Mais en tout cas, on est d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui étaient armés et qui ont tiré sur les manifestants. Maintenant, ça doit être élucidé, parce que c'est une question de sécurité nationale. Où sont ces armes? Qui a recruté ces gens-là? D'où viennent-ils? Qui les a payés, qui les a envoyés. Donc ça, c'est des questions qu'il faut élucider, parce que si on ne le fait pas, on peut être condamné à reproduire les mêmes schémas, parce que si les opportunités de violence se présentent encore, les acteurs politiques peuvent les utiliser. Et puis encore, il faut dire que si on ne règle pas ces questions-là, ça peut être un danger pour la paix, la stabilité du pays à long terme. On a vu ce qui s'est passé en 88 avec les attentats à la voiture piégée. 93, on a eu l'assassinat d'un juge constitutionnel. 94, les événements du 16 février avec des policiers qui ont été tués dans des conditions atroces. Donc tout cela et les événements de 2021 à 2024. Mais si les faits sont amnistiés, est-ce qu'il est possible de revenir sur les faits, de condamner les gens pour des faits qui sont déjà été amnistiés? Ça, vous posez une question importante, c'est la question de la rétroactivité. Est-ce qu'on va retourner en arrière? La loi interprétative fait corps avec la loi initiale dans la théorie juridique, mais le problème, c'est de savoir est-ce que cette loi est une loi interprétative, étant donné qu'elle vient modifier une loi qui est déjà claire. Et si elle met en adéquation la loi sur l'amnistie avec les engagements internationaux du Sénégal, on est dans une sorte de correction de la loi. Et quand on dit correction de la loi ou adaptation de la loi aux engagements internationaux du Sénégal, on est naturellement dans la modification. Et en ce moment-là, la modification entraîne une loi pénale plus sévère, et la loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir. Et ceux qui avaient bénéficié de la loi d'amnistie, qui sont sortis de prison, qui étaient dans l'opposition ou bien dans le pouvoir ailleurs, quel sera le sort? S'il y a une loi plus sévère? On ne peut pas, la loi plus sévère ne peut pas rétroagir. Donc c'est vraiment un problème juridique. Donc on est dans une sorte d'impasse dans cette loi. On est dans une impasse juridique, mais cette impasse juridique, on attend de savoir
quelle sera la posture du Conseil constitutionnel pour essayer de clarifier ces controverses juridiques et politiques. Oui, au-delà de ça, certains estiment que l'amnistie, c'était pour apaiser le pays, apaiser, réconcilier les Sénégalais et dépasser ce qui a été fait. Etc. Ne remet pas en cause cette amnistie qui a été mise en place, qui peut réveiller aussi d'autres velléités. Tout à fait. La loi d'amnistie avait calmé les choses, avait permis de décrisper la situation. Donc, si on revient sur la loi d'amnistie, ça peut être perçu comme ayant comme conséquence de réveiller les blessures, de retourner le couteau dans la plaie. Mais autre chose également, c'est est-ce qu'on peut passer par perte et profit tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est ça le gros problème est-ce aujourd'hui. qu'on n'a pas besoin de comprendre? On est dans un dilemme. Le dilemme aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut revenir sur la loi, reprendre ceux qui ont été mis en prison, de remettre en prison pour appliquer la loi? Et si on ne donne pas aussi justice à ceux qui ont été tués aussi, c'est un gros problème de l'impunité continue. Tout à fait. C'est vraiment cette difficulté que nous avons, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, des solutions qui dépassent tout simplement le règlement juridictionnel et judiciaire de la question. Je pense à une perspective plus holistique de saisine du problème à travers une perspective psychoculturelle, même psychodramatique et comme une sorte de commission de réconciliation nationale et paix. Commission de réconciliation, de réparation, une forme de catharsis où la société, les victimes pourront s'exprimer, dire ce qu'ils ont ressenti, leur souffrance, et peut-être qu'on essaie de régler cela, de voir aussi dans le processus du maintien de l'ordre ce qui s'est passé, parce que le maintien de l'ordre, c'est le point d'équilibre entre le désordre supportable et l'ordre indispensable, et que l'ordre absolu ne règne que dans les cimetières. Donc comment se fait-il qu'on ait pu avoir autant de morts dans des opérations de maintien de l'ordre public? Ça aussi, c'est un problème. Et je pense que l'usage des armes doit être... on doit revoir tout cela parce que certes, il y a l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime qui est un fait justificatif en droit pénal, mais l'ordre doit, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, comme l'arrêt Lanière. Ouais, sur l'usage des armes, quand on a vu les images qu'on a vues, ceux qui avaient des armes, ce n'était pas seulement les forces de sécurité. Il y a d'autres gens qui avaient des armes. Il faut identifier ces gens-là pour voir est-ce que ce sont des nervis ou est-ce que ce sont des manifestants qui étaient armés. Tout à fait. Donc c'est ça le vrai problème. Donc il faut certes, il y a l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, mais encore une fois, sauf si l'ordre est de nature, est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Donc il faut que le droit pénal, c'est un droit fondé sur la certitude, sur des faits, et donc il faut qu'on sache si ce sont les armes des forces de défense et de sécurité qui ont tué les manifestants. Si c'est d'autres armes, d'où provenaient ces armes, qui étaient ces personnes-là qui détenaient ces armes, quels sont les commanditaires, et où sont aujourd'hui ces armes et où sont ces personnes. Ça, c'est des questions de fond qu'on gagnerait à éclaircir, à élucider dans l'intérêt de la sécurité nationale. Oui. Le président, dans son adresse à la nation, dans l'interview qu'il a eu à faire, il a posé aussi le débat concernant le système politique au Sénégal, qu'il faut revoir la façon dont les gens s'organisent, les partis politiques qui sont créés, il appelle au dialogue. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire justement au Sénégal pour une rationalisation de l'espace politique? Ça, je pense que c'est une question cruciale, mais d'abord, il faut interroger, questionner les questions de fond qui nous ont amenés à cette grave crise. J'en parlais tout à l'heure avec cette attitude belliqueuse et guerrière du président Macky Sall, attitude à outrance par rapport à l'opposition. Et aujourd'hui, il faut que l'on pose encore cette question. L'opposition n'est pas l'ennemi du pouvoir. L'opposition ne doit pas être stigmatisée, anathématisée, réprimée, combattue en utilisant les moyens de l'État. L'opposition, c'est un aiguillon. Cela permet donc dans une perspective constructive et positive de critiquer l'action du gouvernement et de permettre une évolution. Je crois qu'il faut le comprendre. Oui, mais tout en reconnaissant aussi qu'on n'a jamais aussi été confronté à une opposition aussi belliqueuse, aussi violente dans sa façon de faire.
quand on dit qu'on doit prendre le président de la République du palais, le tuer comme Samuel Doe, quand même, il y a aussi une part de responsabilité dans cette violence d'opposition. Tout à fait. Je dis que les responsabilités sont partagées. Il faut les soutenir partout. Les responsabilités sont partagées. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure dans la problématisation de la question qu'on avait un régime qui utilisait l'État, qui instrumentalisait l'État pour réprimer l'opposition, et une opposition qui se défend contre le régime en se heurtant à l'État. Ouais. Donc, voyez bien que l'État était en fait entre des ambitions contraires. Entre le marteau et l'enclume. Voilà, instrumentalisé par le parti au pouvoir et quelque part était l'objet aussi de la résistance de l'opposition. Donc on avait une violence de l'État qui a entraîné une violence contre l'État, mais une violence de l'État instrumentalisée par les politiques. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la compétition démocratique, dire que l'opposition a le droit de s'opposer et qu'il faut éviter d'utiliser l'appareil de l'État pour réprimer les opposants. Et cela, on l'a vu de façon claire sous le magistère du président Sall. Karim Wade est passé par là, Khalifa Ababakar Sall est passé par là, et peut-être lorsqu'on a voulu éliminer Ousmane Sonko, on a vu que c'était vraiment... on avait atteint un niveau de non-retour et que le peuple sénégalais ne pouvait plus tolérer, accepter que l'on puisse gouverner de la sorte. Et c'est peut-être ça. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre dans ce pays pour qu'on n'en arrive plus à cette situation-là? Je crois qu'il faut d'abord, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du maintien de l'ordre. Comment se fait-il que dans une opération de maintien de l'ordre, qu'on puisse avoir autant de morts? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça, c'est un point. Il faut vraiment qu'on fasse la lumière. Et pourtant, nous avons des forces de défense et de sécurité très professionnels. Donc, il faut qu'on sache ces gens-là qui ont tiré sur les populations. Qui sont-ils? Mais est-ce que ça ne repose pas quelque part la formation des forces de sécurité par rapport au maintien de l'ordre? Ça ne repose pas la question de la formation des forces de sécurité de l'ordre par rapport au maintien de l'ordre? Oui, je pense que nous avons quand même des forces de défense et de sécurité très professionnelles. Peut-être que si il y a eu certes des dérives parce qu'on a atteint quand même un niveau de violence. Parce qu'il y a eu aussi un recrutement de beaucoup de jeunes dans les forces de l'ordre. Beaucoup de jeunes ont été recrutés. Est-ce qu'ils ont eu la formation requise à l'école de police ou bien à la gendarmerie pour assurer l'ordre? Ça, c'est un autre problème aussi. En tout cas, on a recruté de façon frénétique des forces de défense et de sécurité, mais qui ne sont pas passées par les canaux nécessaires de formation. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi je dis qu'il faut revoir tout cela, mettre les choses à plat et voir là où on a eu des problèmes. Parce qu'on a eu comme l'impression qu'il y avait une sorte de dérive vers un État répressif. À la limite, on a voulu instaurer un régime de terreur. Et que si cela avait marché, peut-être que le régime en place ne serait pas déchu. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Et les Sénégalais ont refusé qu'on leur impose un régime de terreur et ils étaient prêts à tout pour bouter hors le régime du président Macky Sall parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, la démocratie est dans l'ADN des Sénégalais. C'est un enracinement profond qui trouve ses origines dans l'histoire précoloniale et l'histoire coloniale du pays. Donc c'est une illusion de penser qu'on peut imposer ici une dictature. Le président Sall, je l'ai souvent dit dans mes interventions, pendant tout le long de son règne, au Sénégal, les constructions hégémoniques du pouvoir personnel contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. Ça veut dire qu'au bout de 8 ans, en quelque sorte, de construction hégémonique, les forces sociopolitiques se remobilisent pour remettre en cause les pratiques autoritaires et néopatrimoniales. Et lorsque le président Sall a voulu... D'où l'importance des dirigeants de connaître les Sénégalais en profondeur. Ne pas penser que les Sénégalais sont des gens complètement passifs, qu'on peut faire passer tout ce qu'on veut à tout temps, à tout moment. Et au moment où si le couvercle est plein, la machine est pleine, elle explose. Exactement, tout à fait. Je pense que ça, c'est la connaissance de la sociologie des Sénégalais, comme vous dites, c'est extrêmement important. Et la connaissance aussi du système politique. Parce qu'encore une fois, au bout de 8 ans, je disais que les forces sociopolitiques se remobilisent pour faire
échec aux pratiques autoritaires et néopatrimoniales. Et le président Sall, on a vu qu'il a voulu dépasser cette limite et continuer dans ces mêmes pratiques. Et au dernier moment, il a été obligé de décrisper avec cette loi d'amnistie, avec toutes les conséquences que l'on sait. Alors que s'il avait compris cela plus tôt, peut-être qu'il ne serait pas allé dans ce sens, parce que les libéraux, le président Wade, mais plus encore le président Sall, ont estimé à tort que la perspective développementaliste dans laquelle ils étaient engouffrés. Les 50 ans ils s'étaient engouffrés, c'est-à-dire les infrastructures, le développement, ce n'était pas tellement compatible avec les droits et libertés. Mais ça, c'est des théories qui sont éculées depuis les années 60-70. Et donc, aujourd'hui, il faut marcher sur ces deux jambes, c'est-à-dire à la fois démocratie, liberté, droits de l'homme et, disons, mobiliser toutes les énergies de la société vers le développement. Mais ceux qui théorisent aujourd'hui que pour développer un pays, il faut des régimes forts. Certains en parlent de plus en plus dans le nouveau camp du pouvoir, en disant que la démocratie, des fois, ne s'allie pas avec certaines libertés. Oui, encore une fois, c'est des théories des années 60, ce qu'on a appelé les théories développementalistes, mais on a vu ce que ça a donné. On a déjà expérimenté ce moment historique. De 1960 à 1980, et certainement même en 1990, avec les transitions démocratiques et l'organisation des conférences nationales et des réformes constitutionnelles un peu partout en Afrique, on a vu que cette perspective politique n'était pas pertinente, parce qu'au bout de ce processus, on a vu que les États qui étaient autoritaires, qui étaient négateurs et transgresseurs des droits et libertés des citoyens, n'avaient réalisé pour la plupart du temps ni la construction nationale, ni le développement économique. Au contraire, on était tombé dans les bas fonds du pouvoir personnel, de la violation et du piétinement de l'état de droit et des libertés. Mais le Rwanda est souvent utilisé comme un exemple. Le Rwanda, c'est un pays très particulier de mon point de vue, mais il faut dire aussi que le Rwanda, c'est après 800 000 personnes tuées après le génocide. Après le génocide. Pour une population si petite, dans un territoire si réduit, je pense que si c'est le prix à payer, je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut aller vers des constructions, je pense, qui nous évitent ces extrémités. Aujourd'hui, la conjoncture internationale est là. Trump est venu au pouvoir. On a vu ce qu'il est en train de faire au niveau des États-Unis, les droits de douane. Il a désarticulé l'ordre ancien. Dans cette situation, quelle doit être aujourd'hui la position du Sénégal? Je crois qu'aujourd'hui, le souverainisme développé par le Sénégal, je crois que c'est une perspective idéologique qui me semble très intéressante. Compter sur nos propres forces, mais également ne pas se victimiser. L'Afrique en général, le Sénégal en particulier, nous ne devons pas nous considérer comme des victimes du monde. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et il faut que nous prenions en charge notre destin par nous-mêmes. Et cette nécessité du souverainisme ou de la souveraineté, de l'affirmation de soi, de la foi en soi, de la confiance en soi, confiance en l'avenir et de l'aptitude à trouver les ressorts en nous-mêmes qui vont nous permettre de nous projeter judicieusement sur l'avenir, je crois que ça entre en résonance et en congruence avec le Djub Djubel Djubanti que les nouvelles autorités ont mis en place, parce que aussi cette responsabilité nécessite d'abord de se remettre en question et de voir ce qui ne marche pas à notre niveau. Et c'est pourquoi il faut, comme le dit le référentiel des hommes politiques, des dirigeants irréprochables du point de vue de l'éthique, de l'intégrité, mais il faut aussi des populations, des citoyens qui comprennent les enjeux et qui font preuve de civisme, c'est-à-dire accepter de payer les impôts, respecter les institutions et savoir que ce pays-là, si on ne le construit pas, personne ne le fera à notre place. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, notamment avec Donald Trump, qui est un populiste, il est protectionniste, il est climato-sceptique, qui remet en cause un peu les équilibres issus de l'ordre international de 1945, c'est-à-dire remise en cause des alliances traditionnelles entre les États-Unis
Et les consensus de Washington. Les consensus de Washington, en se rapprochant de la Russie, remise en cause du consensus de Washington, comme vous dites, à travers donc la remise en cause notamment de l'ordre international économique et commercial posé depuis le GATT en 1945, et aussi une certaine remise en cause du droit international en affichant des velléités expansionnistes clairement exprimées. Et tout cela remet en cause un peu le système international. Trump est dans l'unilatéralisme, dans cette volonté de construire, de remodeler les relations internationales pour ramener à une les ramener à une unipolarité en perspective à travers le rôle des États-Unis. Il met en avant le hard power, c'est-à-dire la capacité de coercition militaire et de pressions économiques, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde mondialisé, fragmenté, et que nous avons nécessairement une nécessité, disons, de mettre en avant le soft power. Le soft power, c'est-à-dire l'influence, la séduction, et le soft power passe nécessairement par la diplomatie, par la culture et par l'économie. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, ces considérations populistes qui sont développées par Trump vont certainement ramener les Africains à leur propre réalité. Et je crois que c'est une opportunité, de mon point de vue, une opportunité pour se remettre en cause, une opportunité pour ne pas attendre le développement de l'extérieur, mais nous remettre en cause. Mais cela nécessite aussi un travail sur nous-mêmes par rapport à la façon dont nous regardons le bien public, dont nous gérons le bien public, mais une introspection également à travers la vie de tous les jours pour comprendre que l'État, c'est nous tous, l'État nous appartient et chacun doit y mettre du sien. Mais dans cette situation, le constat qu'on a fait, c'est que l'Europe s'organise un peu partout pour faire face à la situation qu'ils vont vivre avec Trump. Mais en Afrique, on ne voit pas les choses bouger. On a l'impression qu'on est là inerte en tant que spectateur de ce qui se passe. Alors que les conséquences peuvent être très importantes pour nos pays. Oui, je pense que l'Europe est dans une relation internationale. Les théories réalistes mettent en avant la ressource de puissance. La puissance, je parlais tout à l'heure de hard power, c'est-à-dire la capacité de la coercition militaire et la capacité de déployer des pressions économiques. L'Afrique est dépourvue de ces capacités, mais nous pouvons construire notre puissance par le bas, si je puis dire, c'est-à-dire nous réorganiser, avoir des institutions solides, organiser une compétition démocratique saine et loyale, diversifier nos partenaires diplomatiques et économiques, c'est-à-dire tirer profit, saisir les opportunités que nous offre la mondialisation et développer des partenariats gagnant-gagnant avec l'extérieur. Mais pour le moment, on a l'impression que ça ne bouge pas. On n'a pas vu aujourd'hui l'Afrique s'organiser, le Sénégal s'organiser par rapport à cela. Quand Trump avait suspendu aujourd'hui le MCA, on a vu par rapport à l'électricité, les cris d'offret de certaines personnalités dans ce pays-là. Quand elle a remis l'argent, les gens étaient soulagés. On a l'impression qu'on est là toujours en train d'attendre. C'est vrai, c'est dire aussi que sur le court terme, il y a des programmes qui ont été prévus. Et donc si brutalement on coupe ces programmes, on coupe ces fonds, naturellement, on va avoir des conséquences palpables. Mais je crois qu'encore une fois, c'est une opportunité, peut-être trouver une transition. Mais de toute façon, il faut que l'Afrique et les Africains arrêtent de penser que le développement va venir de l'extérieur ou bien qu'il y a une charité des nations. Il faut que nous nous prenions en charge nous-mêmes. Nous ne sommes victimes de personne. Il faut tourner la page du colonialisme et croire en nous-mêmes, décoloniser les mentalités et bien nous dire que si nous voulons, nous pouvons. Ça demande un travail en profondeur. Et ce travail en profondeur commence d'abord peut-être par des questions essentielles telles que l'éducation. Exactement. Je pense que ça, c'est essentiel, l'éducation à tous les niveaux, mais l'exemplarité encore plus, parce que le devoir d'exemplarité des dirigeants, je crois que c'est essentiel. On ne peut pas continuer à avoir des pays pauvres et en même temps que les dirigeants africains soient les plus riches au monde, qu'ils aient des immeubles dans les capitales européennes et des biens à n'en plus finir, et que le peuple soit là en train de trimer, en vivant dans des conditions
morose, alors que les gouvernants voient la vie en rose. Donc c'est ce contraste-là qui est aberrant. C'est pourquoi Trump avait qualifié ces pays de ce qu'il avait dit. Shuttle country. Et que tout le monde sait. Et donc voilà, ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans ces conditions et venir encore tendre la main. Donc il faut que les dirigeants se remettent en question. Il faut également que les citoyens se remettent en question. C'est comme vous dites un travail d'éducation, un travail de sensibilisation, mais il faut que l'impulsion vienne du haut, l'exemplarité vienne des dirigeants. Et pourquoi il est difficile que l'exemple vienne de là-haut? Pourquoi on a des problèmes pour que ceux qui dirigent le continent, les pays, nos pays en général, soient des exemples? Pourquoi ils ont du mal à montrer la voie? Ils ont du mal à montrer la voie parce que certainement il y a des logiques pernicieuses de reproduction des pratiques déviantes. Ça, c'est une... et souvent, la rupture avec les pratiques déviantes peut faire perdre le pouvoir, ou en tout cas peut faire peser des enjeux disons, de perte de pouvoir. Et donc, c'est pourquoi les stratégies de recroquevillement au pouvoir entraînent donc la perpétuation de ces pratiques. Parce que véritablement, quand on veut réformer, on ne doit pas se préoccuper de la réélection. Et souvent, comme nous avons des régimes néopatrimonialistes, c'est-à-dire où la gestion des biens de l'État se fait à l'exception de tout idéal d'utilité publique, cela entre en affinité élective avec l'autoritarisme, parce qu'en réalité, si les ressources de l'État sont gérées au profit d'une minorité, il est logique que lorsque la majorité réclame ses droits, qu'elle soit brimée. Parce que dans les faits, l'État n'est pas là pour eux. Donc, du coup, ceux qui maîtrisent les ressources de l'État sont obligés d'utiliser la force. Et donc, on entre dans un engrenage parce que s'ils lâchent l'État, eh bien, ils peuvent être poursuivis. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Pour rompre avec ce cercle vicieux, il faut d'abord assainir la compétition politique. Au Sénégal, nous avons une chance, c'est qu'on a eu des alternances, on a un système électoral qui fonctionne. Mais il faut renforcer la démocratie substantielle. Et renforcer la démocratie substantielle suppose qu'on pacifie et qu'on rationalise davantage la compétition politique en réhabilitant l'opposition. Et Maître Wade, quand il est arrivé au pouvoir, a fait voter la Constitution de 2001 où il est précisé que l'opposition a le droit de s'opposer. Mais ça, c'est une lapalissade. Si l'opposition ne s'oppose pas, que va-t-elle faire? Nous avons tout le titre de la Constitution sur plus de 20 articles qui ne parlent que des droits et libertés. Donc, qu'est-ce qui fait que l'opposition ne puisse pas jouir pleinement de ses droits et libertés? Mais donc, est-ce que justement la gestion patrimoniale du pouvoir ne renvoie pas à une question beaucoup plus profonde, même de la famille? Comment on est éduqué dans nos familles? Comment on est éduqué par rapport à la chose publique dans la famille? Comment les parents éduquent les enfants dans la famille, dans la gestion de la chose publique? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit né dans des familles où on est éduqué d'une certaine façon n'est pas la conséquence, quand on vient au pouvoir, de cette éducation? Tout à fait. C'est pourquoi je dis que la société doit se remettre en cause. Mais de toute façon, il faut mettre des leviers. Parce que c'est ce à quoi sert le droit aussi. Bien entendu, les adeptes du positivisme sociologique vont vous dire que le droit sort des entrailles de la société, c'est vrai, mais il y a aussi le positivisme juridique, c'est-à-dire que les institutions peuvent tirer la société vers le haut. C'est une question de juste milieu, de savant dosage, mais il y a toujours une dimension de société projetée, pour reprendre l'expression du professeur Dominique Darbon, qui fait qu'on est dans la société doit être tirée par l'État. Et c'est ce à quoi sert l'autorité. L'autorité au sens de l'auctoritas, c'est ce qui fait augmenter. C'est-à-dire que ce soit les enfants, l'éducation, c'est les amener à grandir. Grandir, c'est faire évoluer. Donc les dirigeants aussi doivent faire évoluer la société, mais avec intelligence, avec tact, avec pragmatisme, mais parfois aussi avec intransigeance sur certains principes. Parce que si, par exemple, on laissait les enfants s'amuser et faire ce qu'ils veulent, il y aurait plus du tout d'éducation. On ne pourrait plus parler d'éducation. Pour l'État également, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des principes qui soient posés. Il faut qu'il y ait un cap qui est visé et que tout le monde soit mobilisé vers cet objectif. Il arrive que les dirigeants aient de bonnes intentions de vouloir changer les choses en profondeur, mais une fois dans le système, ils sont dépassés par les contradictions dans le système, les velléités dans le système, les résistances qui, les fois, les broient et les fait aligner sur le système. Ils sont obligés de s'aligner parce qu'en interne, il y a beaucoup d'intérêts en jeu.
Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. C'est pourquoi je dis que celui qui veut véritablement réformer ne doit pas avoir le souci de la réélection. Et quand on voit bien le président Sall jusqu'en 2013, 2014, même 2015, il était sur la voie. Et c'est à partir du référendum de 2016, quand il est revenu sur son engagement de faire 5 ans, c'est à partir de ce moment que son pouvoir a commencé à dériver. Il est revenu sur la traque encore avec la traque des biens mal acquis, même si la traque a été détraquée parce qu'elle était une perspective de construction hégémonique. Mais à partir de 2016, on a vu cette bifurcation. Parce que déjà, c'était l'obsession de la réélection. Et pire encore, à partir de 2019, jusqu'en 2018, décembre 2018, il avait dit que c'est son dernier mandat. Donc, parce qu'il ne pouvait pas solliciter un second mandat et dire que j'envisage un troisième mandat, parce que ce n'était pas stratégique politiquement par rapport à ses ambitions. Mais quand il a eu son deuxième mandat, il était dans le ni oui ni non. Donc, on a vu un peu, c'est un peu ça, et qu'on est dans cette perspective où on revient sur ce qu'on a dit, on a une bifurcation. Et donc, si véritablement on veut réformer, il faut qu'on s'émancipe des appareils et des combinaisons politiciennes. Et c'est pourquoi les assises nationales avaient préconisé un mandat unique de 5 ans pour remettre les fondamentaux sur le plan institutionnel, sur le plan économique, mais que tant qu'on a l'obsession de la réélection, on est prisonnier des pratiques pernicieuses. Est-ce que nos États ne sont pas capturés par des lobbies? Oui. Qui empêchent toute réforme en profondeur. Moi, je ne serais pas pessimiste. Je pense qu'il faut réformer avec intelligence, et réformer avec tact, mais en tout cas, il faut réformer parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner ainsi, et que je pense qu'avec une bonne pédagogie, avec une bonne communication et avec un soutien populaire fort, on peut arriver à réformer. Et le pouvoir qui est en place a un soutien populaire fort. On a vu que le PASTEF a réussi la prouesse d'avoir 130 députés sur 165 en allant sous sa propre bannière. Donc c'est un régime qui est plébiscité, doublement plébiscité. Lors de la présidentielle, on a un opposant qui gagne au premier tour avec 54% des voix. On a des élections législatives remportées avec 130 députés. Donc c'est un régime plébiscité. Ils ont la légitimité populaire de réformer et donc la capacité à résister au lobby. Maintenant, si les logiques de conservation du pouvoir les rattrapent, cela peut limiter leur capacité de réforme. Mais en tout cas, ils en ont les possibilités et les potentialités. Parce que souvent au Sénégal, les gens font de la politique pour des intérêts privés, personnels, pour s'enrichir, comme on dit. Vous êtes avec quelqu'un dans un quartier, il crève la dalle comme vous, il fait de la politique, il devient immensément riche. Et si les gens font de la politique pour chercher de l'argent, est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose? Je ne pense pas. D'ailleurs, en France ou ailleurs en Occident, quand on veut avoir de l'argent, on crée une entreprise, on fait du business. Mais au Sénégal, les politiciens, c'est des hommes d'affaires en même temps. Oui, mais ceux qui veulent vraiment servir, parce que c'est servir. Quand on sert l'État, c'est pas pour s'enrichir. C'est pas dans le public qu'il faut s'enrichir. Des fonctionnaires milliardaires ou des politiciens milliardaires, ça n'existe qu'en Afrique. C'est une aberration totale. Ceux qui veulent chercher de l'argent, ils n'ont qu'à investir. Parce que cet argent-là, c'est pas de l'argent gagné par le travail. Et donc, du coup, ça crée aussi des effets pervers dans l'économie. Et ça participe à diviser davantage la société et à plomber la production de richesses et à reproduire les mêmes classes compradores. Les mêmes classes compradores et les mêmes travers au plan économique et politique. Maurice Soudieck Dione, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que vous êtes un économiste, vous êtes un professeur agrégé en sciences politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis, je disais, docteur en sciences politiques, Institut d'études politiques de Bordeaux, thèse, le processus d'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal. Vous êtes aussi titulaire d'un DEA en sciences politiques à l'IEP de Bordeaux, master recherche en sciences de l'information et de la communication, Université Michel Montaigne de Bordeaux. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV, iRadio, en parlant de la situation du Sénégal et surtout aller en profondeur des choses pour nous permettre aux gens de comprendre les enjeux du pays. Merci à Charles
Charles Koulibaly qui était la technique, Biran Sissé. Bon dimanche à tous.